Le sang tachait le tissu blanc tandis que ses doigts, à vif, guidaient l'aiguille. Claire cousait son propre destin dans la cave sans fenêtre. La peur dans les yeux de ceux qui l'avaient vue pour la dernière fois. Qui paierait sa dette? Le port de Marseille scintillait sous le soleil de 1893, reflétant les navires marchands qui apportaient la promesse du progrès pour la jeune Troisième République. Tandis que l'élite locale célébrait les temps nouveaux dans les hôtels particuliers près du Vieux-Port, dans les ruelles pavées et insalubres qui s'éloignaient des quais, les familles de pêcheurs affrontaient une réalité bien différente. Parmi les logements modestes en pierre, usés par l'air salin, Claire Ribaud, âgée de seulement 19 ans, se penchait sur un morceau de tissu à la faible lueur d'une lampe à pétrole. Ses doigts agiles maniaient l'aiguille avec précision, cousant ce qui serait une robe commandée par l'épouse d'un négociant local. La sueur perlait sur son front alors qu'elle travaillait tard, avec pour seule compagnie le son de la respiration difficile de sa mère. La tuberculose s'était installée dans les poumons de Madame Thérèse depuis presque un an, depuis que son mari, le père de Claire, n'était pas revenu de la pêche lors d'une tempête inattendue. Le corps d'Antoine Ribaud n'avait jamais été retrouvé, comme tant d'autres pêcheurs que la Méditerranée réclamait parfois à elle. Claire avait endossé le rôle de soutien de famille, transformant le petit talent appris auprès de sa mère en une source de revenus. Les commandes de couture payaient à peine le loyer de leur modeste logement et les médicaments qui ne faisaient que soulager la souffrance de Madame Thérèse sans offrir de guérison. Le lendemain matin, Claire arpentait le marché local, calculant mentalement combien elle pouvait dépenser sans compromettre l'argent réservé au loyer. C'est alors qu'elle entendit une voix grave appeler son nom. Préserve l'Auguste Mendonça, négociant respecté et propriétaire du plus grand entrepôt de la région, lui faisait signe. C'était un homme corpulent d'environ 45 ans, veuf, toujours bien vêtu de costumes en lin clair, contrastant avec la misère environnante. Claire ne connaissait Mendonça que de vue et par les histoires qui circulaient sur sa générosité sélective. Il avait l'habitude d'accorder des crédits à certaines familles en difficulté, un geste qui lui valait l'admiration publique, bien que peu de gens commentent les conditions de ses prêts. Mendonça regarda le panier presque vide de la jeune femme et commenta qu'elle semblait plus maigre depuis la dernière fois qu'il l'avait vue à la messe du dimanche. Claire baissa les yeux, gênée par cette remarque si directe sur sa pauvreté évidente. C'est alors qu'il posa la question qui allait changer sa vie. « J'ai appris que vous cousez très bien, » dit Mendonça avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux sombres. « J'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences pour travailler chez moi, faire des retouches et confectionner des vêtements que je pourrais revendre dans mon entrepôt. Le salaire serait bien supérieur à ce que vous gagnez avec des commandes ponctuelles. » Claire sentit son cœur s'accélérer. La somme mentionnée par Mendonça représentait presque 3 fois ce qu'elle gagnait dans ses meilleures semaines. Avec cet argent, elle pourrait acheter les remèdes les plus efficaces que le pharmacien gardait pour les clients fortunés, ceux qui, selon le médecin, pourraient vraiment aider sa mère. Peut-être pourrait-elle même déménager dans une maison meilleure où l'air humide n'aggraverait pas l'état de Madame Thérèse. Elle réfléchit à la proposition pendant quelques secondes seulement avant d'accepter, tandis que Mendonça souriait avec une satisfaction à peine dissimulée. La semaine suivante, Claire commença son travail dans l'imposante maison à 2 étages que Mendonça possédait sur les hauteurs de la ville. Dès le début, elle remarqua que la maison était étrangement vide pour sa taille. Il y avait peu de meubles dans les pièces principales et plusieurs chambres semblaient inutilisées, leurs portes toujours fermées. La seule autre employée était Joséphine, une dame âgée, presque sourde, qui s'occupait de la cuisine et parlait peu.
Mendonça expliqua qu'il préférait avoir peu d'employés par souci de discrétion, car il recevait souvent des amis importants pour des réunions d'affaires. Les premières semaines se déroulèrent sans incident. Claire arrivait à l'aube, travaillait jusqu'au crépuscule et rentrait pour s'occuper de sa mère, dont l'état empirait rapidement malgré les nouveaux médicaments. Mendonça proposait fréquemment des avances pour aider aux frais médicaux, que Claire acceptait avec gratitude et des promesses de compenser par du travail supplémentaire. Tout bascula lorsque Madame Thérèse eut une crise plus grave et décéda lors d'une nuit pluvieuse de juillet. Claire, dévastée par la perte et désormais complètement seule au monde, n'avait pas les moyens de lui offrir un enterrement digne. Mendonça, présent dans son moment de désespoir, proposa de prendre en charge tous les frais, assurant que sa mère aurait des funérailles respectables. Il organisa tout, du cercueil en bois noble à la cérémonie à l'église principale, avec la présence du curé le plus respecté de la ville. Claire, plongée dans son deuil, prêta à peine attention aux détails ou aux coups, signant en larmes les papiers que Mendonça lui présentait. 3 jours après l'enterrement, incapable de retourner à son logement vide et hanté par les souvenirs, Claire accepta l'offre de Mendonça d'occuper une des chambres au fond de sa propriété. Ce serait temporaire, assura-t-il, juste le temps qu'elle se réorganise émotionnellement. Dans la même conversation, il mentionna nonchalamment qu'il avait enregistré toutes les dépenses des funérailles, des médicaments et autres avances des derniers mois. Claire sentit une boule dans sa gorge en entendant le montant total. Mais Mendonça sourit avec une fausse bienveillance, disant qu'elle pourrait rembourser petit à petit avec son travail. C'est le lendemain matin, lorsque Claire tenta de sortir pour visiter la tombe de sa mère, que la véritable nature de sa situation lui fut révélée. Mendonça bloqua la porte, le visage transformé. D'une voix froide, il expliqua qu'elle était désormais officiellement liée par une reconnaissance de dette en régime de servitude, un document qu'il avait lui-même fait légaliser avec l'aide de fonctionnaires locaux complaisants. Claire ne pourrait pas quitter la propriété tant que sa dette ne serait pas intégralement remboursée. Avec les intérêts ajoutés quotidiennement et les déductions pour sa nourriture et son logement, cela signifiait des années de travail exclusif pour lui. L'horreur de la situation frappa Claire comme un coup physique lorsqu'elle réalisa que la chambre au fond de la propriété était devenue sa prison et son bienfaiteur, son geôlier. La porte se referma avec un claquement qui résonna dans le couloir étroit, tandis que Claire se recroquevillait dans un coin de la minuscule chambre. Sans fenêtre, seule une fente sous la porte laissait entrer un peu de lumière dans cet espace étouffant qui était désormais sa prison. Le système qui l'emprisonnait n'était pas une anomalie dans la France de la Troisième République, mais une pratique voilée qui persistait dans les ombres de la société industrielle. Dans les quartiers pauvres éloignés des grands boulevards, où les lois de Paris arrivaient diluées par le pouvoir des notables locaux, la servitude pour dette enchaînait hommes et femmes non par des fers, mais par des documents et des menaces. Les premières semaines de captivité transformèrent Claire. Ses yeux, autrefois vifs et pleins d'espoir, étaient maintenant en permanence rouges et gonflés. Ses mains, autrefois agiles, saignaient désormais fréquemment à cause des journées de travail exténuantes de 16 heures. La chambre où elle dormait contenait à peine un matelas fin sur des planches de bois et un pot de chambre qui n'était vidé qu'une fois par jour. L'odeur de moisi et d'urine imprégnait l'atmosphère, se mêlant à l'odeur de son propre corps, car elle n'était autorisée à se laver qu'une fois par semaine, toujours sous la surveillance de Joséphine, la vieille cuisinière qui se révélait désormais aussi cruelle que son maître.
Les repas de Claire consistaient en restes de la cuisine, toujours servis froids et souvent avariés. Chaque morceau de pain moisi ou reste de viande qu'elle ingérait était méticuleusement noté par Mendonça dans son livre de comptes personnel, augmentant la dette qui la maintenait captive. Ironiquement, c'était la peur même de la faim qui l'empêchait de refuser cette nourriture, même en sachant que chaque bouchée l'enfonçait un peu plus dans sa servitude. Mendonça avait créé un système parfait. Plus elle essayait de survivre, plus elle s'entarisonnait. Pendant la journée, Claire était conduite dans une pièce au fond de la maison où plusieurs machines à coudre étaient alignées. À sa grande surprise, elle n'était pas seule dans cet enfer particulier. 3 autres femmes travaillaient en silence, évitant tout contact visuel entre elles et avec elle. Plus tard, grâce à des chuchotements échangés lorsque Joséphine était distraite, elle découvrit qu'elles étaient toutes là pour la même raison, des dettes fabriquées par Mendonça. Marianne, la plus âgée d'entre elles, était là depuis près de 5 ans, et ses yeux vides racontaient une histoire d'espoir complètement éteint. Elle raconta que d'autres étaient passés par là avant elle, mais personne ne savait où elles étaient allées. La terreur psychologique était constante. Mendonça visitait fréquemment la chambre de Claire, toujours la nuit, pour lui rappeler l'ampleur de sa dette et l'impossibilité mathématique de la rembourser. Il portait toujours avec lui le livre de comptes, où des chiffres étaient ajoutés arbitrairement. Si elle osait contester une valeur, elle était immédiatement menacée d'être livrée à la police comme voleuse et insolvable. Dans une société où les femmes pauvres accusées de crimes trouvaient rarement la justice, mais plutôt des punitions exemplaires ou même des disparitions commodes, la menace était réelle. Les jeudis soirs devinrent le point le plus sombre de l'existence de Claire. C'est ce soir-là que Mendonça recevait ses amis d'affaires, commissaires, juges, politiciens locaux et autres négociants, pour des dîners qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Les premières semaines, Claire restait enfermée dans sa chambre pendant ces réunions, entendant les rires et les conversations avinées à travers les minces murs. C'est à la 6e semaine de sa captivité que Joséphine apparut avec une robe de soie bleue, ordonnant à Claire de la mettre et de se coiffer. L'expression sur le visage de la vieille femme portait une compassion lointaine, le plus proche de l'empathie que Claire ait vue depuis son arrivée dans cette maison. « Tu survivras si tu ne résistes pas », furent les seuls mots chuchotés par la cuisinière avant de la conduire à la salle à manger. Ce qui suivit cette nuit-là, et de nombreux jeudis par la suite, fut une dégradation que Claire ne parviendrait jamais à mettre en mots, même des années plus tard. D'abord servante à table, elle fut bientôt transformée en divertissement pour les hommes ivres, forcée de supporter des attouchements, des commentaires et des propositions qui la déshabillaient non seulement de ses vêtements, mais de toute dignité restante. Mendonça observait tout avec un sourire satisfait, rappelant occasionnellement à ses amis que la jeune fille payait honnêtement ses dettes. L'idée que sa situation était connue et tolérée par les autorités, les hommes mêmes qui auraient dû la protéger, détruisit les derniers espoirs de Claire de trouver justice. C'est après une de ces nuits où l'abus avait été particulièrement brutal que Claire décida de fuir. À l'aube suivante, alors que tout le monde dormait, elle réussit à forcer la serrure simple de sa chambre en utilisant un morceau de fil de fer qu'elle avait caché dans les coutures d'une robe. Pieds nus, elle se déplaça silencieusement dans les couloirs sombres de la maison, trouvant la porte de derrière non verrouillée, comme elle l'avait prévu après des semaines d'observation de la routine de la maison.
Son cœur battant à tout rompre semblait sur le point d'exploser dans sa poitrine lorsqu'elle sentit enfin l'air frais de la nuit et vit le ciel étoilé pour la première fois en près de 2 mois. La liberté dura moins d'1 heure. Claire n'avait pas envisagé que Mondonça, prévoyant les tentatives de fuite, payait des gamins des rues pour surveiller les abords de sa propriété pendant la nuit. C'est l'un de ces garçons qui l'aperçut courant en direction du port et alerta immédiatement son patron. Claire fut capturée sur la place principale, à moins de 500 mètres du commissariat où elle prévoyait de demander de l'aide. L'ironie cruelle fut que c'est le commissaire Mathias lui-même, un habitué des jeudis soirs de Mondonça, qui l'arrêta, la ramenant à son geôlier avec la justification publique qu'il rendait une servante fugitive à la maison de son maître. La punition pour sa tentative de fuite fut calculée pour briser non seulement son corps, mais aussi son âme. Attachée à un poteau au fond de la propriété, Claire reçut 10 coups de fouet dans le dos, administrés par Mondonça lui-même, tandis que les autres femmes étaient forcées de regarder. Après le châtiment physique, elle fut enfermée pendant 3 jours dans un placard sous l'escalier, un espace si petit qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir, sans nourriture et avec de l'eau rationnée. Lorsqu'elle fut finalement libérée de ce confinement, Claire tenait à peine debout, et ses yeux, autrefois seulement tristes, étaient maintenant complètement vides. Pendant sa convalescence, elle remarqua que quelque chose avait changé dans le comportement des gens de la maison. Joséphine, qui maintenait auparavant une distance émotionnelle, laissait désormais occasionnellement de plus grandes portions de nourriture et des onguents faits maison pour ses blessures. Les autres femmes, autrefois silencieuses, chuchotaient maintenant des mots de réconfort lorsque Mondonça n'était pas là. Plus significatif encore était le comportement des employés extérieurs, les livreurs et les fournisseurs, qui la regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de culpabilité. Pendant sa convalescence, elle remarqua que quelque chose avait changé dans le comportement des gens de la maison. Joséphine, qui maintenait auparavant une distance émotionnelle, laissait désormais occasionnellement de plus grandes portions de nourriture et des onguents faits maison pour ses blessures. Les autres femmes, autrefois silencieuses, chuchotaient maintenant des mots de réconfort lorsque Mondonça n'était pas là. Plus significatif encore était le comportement des employés extérieurs, les livreurs et les fournisseurs, qui la regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de culpabilité. c'est à travers l'un de ces regards que Claire comprit. La ville savait. Marseille n'était pas si grande qu'un secret de cette ampleur puisse être complètement caché. Les cris, les marques visibles sur les bras et les visages des femmes parfois vues travaillant dans la cour, les rumeurs sur les réunions du jeudi, tout cela était commenté à voix basse dans les rues de la ville portuaire. Cependant, le silence prévalait publiquement. Beaucoup dépendaient de l'entrepôt de Mondonça pour leur subsistance, d'autres craignaient son pouvoir politique, et certains ne se souciaient tout simplement pas du sort des femmes pauvres et malhonnêtes, comme ils les qualifiaient publiquement. C'est dans ce contexte de complicité silencieuse que Claire prit conscience de la véritable étendue de sa prison. Ce n'étaient pas seulement les murs de la maison de Mondonça qui l'emprisonnaient, mais toute une structure sociale qui permettait aux hommes puissants d'exploiter les plus vulnérables sous le couvert d'une légalité douteuse. Même si elle réussissait à s'enfuir à nouveau, où irait-elle? Qui croirait sa parole contre celle d'un homme respecté, qui pourrait facilement présenter des documents prouvant sa dette? La justice, comme Claire le comprenait maintenant douloureusement, n'était pas aveugle, mais plutôt sélective dans le choix de ceux qu'elle voyait et protégeait.
Le train secouait violemment sur la voie qui reliait Lyon à Marseille. Paul Monnier, jeune avocat de 26 ans fraîchement diplômé de la Sorbonne à Paris, serrait fermement sa mallette de documents tout en observant le paysage provençal. Le contraste entre la beauté naturelle et l'inconfort du voyage lui semblait une métaphore appropriée pour la France qu'il connaissait. Un pays aux possibilités éblouissantes, marqué par des aspérités qui secouaient l'âme de quiconque osait le traverser avec des yeux véritablement ouverts. Formé sous l'influence des idéaux républicains et socialistes qui bouillonnaient dans la capitale, Paul retournait dans sa région natale avec la conviction que la véritable devise de la République, liberté, égalité, fraternité, était encore à conquérir, non contre des ennemis extérieurs, mais contre les structures archaïques qui maintenaient privilèges et oppression. Son retour à Marseille n'était pas seulement motivé par la nostalgie familiale. Paul avait reçu une lettre de sa tante Gertrude qui mentionnait vaguement des préoccupations concernant les pratiques de travail de certains négociants locaux. Comme à son habitude, la lettre de sa tante était pleine de détours et d'insinuations, sans jamais nommer directement les personnes impliquées ni spécifier les irrégularités. Cependant, une phrase était restée dans son esprit. Il y a des jeunes filles qui entrent dans cette maison et ne sont plus jamais vues comme avant. Certaines disparaissent tout simplement. L'arrivée de Paul dans la cité phocéenne provoqua une discrète agitation. Fils d'un professeur respecté mais décédé prématurément, et maintenant avocat diplômé de la capitale, il représentait une figure ambiguë pour la société locale. D'un côté, un motif de fierté, de l'autre, une menace potentielle pour ceux qui profitaient de l'ordre établi. Les premiers jours, il se limita à des visites de courtoisie et à des retrouvailles, évitant de manifester ouvertement ses intentions. Ce fut lors d'un de ces dîners de famille qu'il rencontra Élise, une cousine au 2e degré qui travaillait comme aide-cuisinière dans la maison d'Auguste Mendonça. La conversation avec Élise eut lieu dans le jardin de la maison de sa tante, tandis que tous deux feignaient d'observer les étoiles. D'une voix tremblante et regardant constamment autour d'elle, la jeune femme raconta ce dont elle était témoin quotidiennement. Elle parla de Claire et des autres femmes maintenues dans des conditions inhumaines, des dettes fabriquées et constamment gonflées, des jeudis soirs qui obligeaient les employés à se boucher les oreilles pour ne pas entendre les cris. Elle mentionna particulièrement la récente tentative de fuite et le châtiment brutal qui s'ensuivit. Paul sentit son estomac se nouer à chaque détail, mais il resta extérieurement calme, conscient que sa réaction pourrait décourager le récit. Quand Élise termina, il ne posa qu'une seule question. Pourquoi personne ne fait rien ? La réponse vint dans un murmure amer. Parce que la moitié de la ville doit de l'argent à Mendonça, et l'autre moitié le craint. Les jours suivants, Paul entama une enquête minutieuse, se présentant comme un avocat intéressé par les questions de droit du travail dans la Nouvelle République. Il visita les greffes du tribunal, où il consulta les registres de propriété et vérifia l'existence des prétendus documents de dette mentionnés par Élise. À sa surprise, il trouva des documents méticuleusement organisés, avec des signatures et des tampons officiels. Mendonça avait créé un système apparemment légal pour son opération criminelle, comptant sur la complicité de fonctionnaires qui légitimaient ses actions. L'enquête mena Paul dans des endroits inattendus de la ville, des tavernes du port où les marins partageaient des histoires de femmes qui auraient été embarquées sur des navires après leur passage chez Mendonça, jusqu'au cimetière local où il constata l'existence de tombes non identifiées dans une section réservée aux indigents. Le curé local, après une certaine insistance et la garantie de la confidentialité, admit qu'il était parfois appelé pour donner l'extrême onction à des employés de la maison de Mendonça qui décédaient de causes jamais correctement expliquées.
Ce fut par l'intermédiaire d'Élise que Paul réussit à établir son premier contact direct avec Claire. L'aide cuisinière s'arrangea pour qu'elle soit envoyée à l'épicerie voisine pour un achat urgent, pendant que Mondonça était en réunion avec des fournisseurs. Paul l'attendait sur le chemin, feignant une rencontre fortuite. Les quelques minutes de conversation révélèrent plus que des heures d'enquête n'avaient réussi à le faire. Claire, initialement méfiante et terrifiée par l'approche, pouvait à peine soutenir son regard. Ses bras maigres portaient des marques récentes et une coupure partiellement cicatrisée traversait sa lèvre inférieure. Lorsqu'elle comprit enfin que Paul représentait une aide possible, ses mots sortirent dans un flot désespéré, entrecoupé de regards anxieux vers la rue, craignant d'être vus entre parler à un étranger. La brève conversation se termina brusquement lorsque Claire aperçut l'un des gamins qui servait d'informateur à Mondonça. Elle s'éloigna rapidement, feignant de ne pas connaître Paul, mais le mal était fait. Ce soir-là même, comme le rapporterait Élise plus tard, Claire fut sévèrement battue après que le garçon eut relaté la rencontre à Mondonça. Le négociant, furieux à l'idée de perdre le contrôle de la situation, intensifia la surveillance de toutes les femmes de la maison et restreignit encore plus leurs déplacements. Le temps pressait pour Paul. Chaque jour qui passait représentait plus de souffrance pour Claire et les autres femmes. Cependant, il savait qu'il devait monter un dossier solide avant d'agir. Dans les cercles sociaux qu'il fréquentait, il commença à sonder subtilement les opinions sur Mondonça, identifiant des alliés et des opposants potentiels. Il découvrit que, malgré l'apparente intouchabilité du négociant, il y avait des fissures dans son réseau de protection. Certains anciens partenaires commerciaux nourrissaient des ressentiments pour des affaires qui avaient mal tourné. Les familles de femmes disparues gardaient des soupçons jamais verbalisés. Et, plus important encore, le nouveau juge suppléant, récemment arrivé de Paris, ne semblait pas partager les mêmes accointances avec l'élite locale. Au cours de ses enquêtes, Paul découvrit un schéma inquiétant. Mondonça n'était pas le seul à pratiquer la servitude pour dette dans la région, seulement le plus systématique et le plus impuni. Divers établissements commerciaux et usines maintenaient des travailleurs dans des conditions similaires, profitant de l'extrême pauvreté et de la fragilité des institutions. Le système qui emprisonnait Claire n'était que la pointe visible d'une structure profondément enracinée qui avait trouvé des moyens de s'adapter au monde du travail moderne sans abandonner son essence exploiteuse. Dans ses lettres à des collègues avocats à Paris, Paul documentait méticuleusement ses découvertes, créant un dossier qui pourrait survivre même s'il rencontrait une résistance locale. L'une de ces lettres relatait le témoignage le plus choquant qu'il ait recueilli. Par l'intermédiaire d'une vieille sage-femme, parfois appelée à la maison de Mendonça, il apprit que Claire était tombée enceinte suite aux abus subis les jeudis soirs et avait été soumise à un avortement forcé qui lui avait presque coûté la vie. La sage-femme, rongée par la culpabilité, fournit des détails qui confirmèrent les soupçons les plus sombres sur le traitement réservé aux femmes dans cette maison. Le moment décisif de l'enquête eut lieu lorsque Paul eut accès à un ancien livre de contes jeté, trouvé par Élise parmi des objets destinés à la poubelle. Le document, antérieur à celui actuellement utilisé par Mendonça, contenait des annotations révélatrices sur le sort des femmes qui avaient travaillé pour lui auparavant. Certaines avaient été transférées à des établissements à Bordeaux et à Nantes, d'autres figuraient comme pertes pour cause de maladie. Et certaines avaient simplement leur nom barré sans aucune explication. Plus alarmante encore était la découverte que la dette initiale enregistrée pour chaque femme était multipliée par des facteurs arbitraires au fil des mois, rendant son remboursement mathématiquement impossible.
Armé de preuves documentaires, de témoignages et d'une connaissance détaillée du système, Paul se prépara à la confrontation. Il savait qu'il affronterait non seulement Mondonça, mais tout un système de pouvoir local construit sur des relations de faveur et de complicité. Sa première action fut d'envoyer des copies de toute son enquête à des collègues de confiance à Paris, s'assurant que la vérité survivrait même s'il était réduit au silence. Ensuite, il rédigea une plainte officielle au juge suppléant, détaillant les violations de la loi et demandant une inspection immédiate de la propriété de Mondonça. La veille de déposer la plainte, Paul reçut une visite inattendue à son auberge. Le commissaire Mathias, visiblement mal à l'aise, apportait un message de Mondonça, une invitation à dîner dans sa résidence le lendemain soir, un jeudi. Le message implicite était clair, une offre de cooptation, une tentative de transformer un adversaire potentiel en un complice de plus. Paul accepta l'invitation avec un sourire cordial, réalisant l'opportunité unique qui se présentait. Ce jeudi-là promettait d'être différent de tous les précédents dans la maison d'Auguste Mondonça. La nuit tombait sur Marseille lorsque Paul Monnier ajusta sa cravate une dernière fois avant de sortir. Dans sa poche intérieure, il portait non seulement la plainte qu'il prévoyait de déposer le lendemain, mais aussi un petit revolver, une précaution qu'il n'aurait jamais imaginé devoir prendre dans sa propre région. Le plan qu'il avait élaboré était risqué, mais calculé. Il ne se rendrait pas seul au dîner de Mondonça, comme prévu. Tout au long de la journée, il avait organisé une opération conjointe avec des alliés soigneusement sélectionnés. Le juge suppléant, 2 journalistes parisiens qui enquêtaient sur des dénonciations de travail forcé dans la région, et 3 officiers de la gendarmerie non compromis avec le système de pouvoir local. La calèche qui le menait à la demeure de Mendonça avançait lentement sur les rues pavées, tandis que Paul repassait mentalement chaque détail du plan. Les autres participants à l'opération arriveraient séparément, à des intervalles précis pour ne pas éveiller les soupçons. L'objectif était simple et direct, surprendre Mendonça et ses invités en pleine réunion d'affaires, documenter les conditions des femmes maintenues en captivité et procéder à des arrestations immédiates avant que le système de protection mutuelle ne puisse être activé. En arrivant à la propriété, Paul fut accueilli par Mendonça lui-même, qui affichait un sourire confiant. Le négociant, vêtu d'un costume impeccable, le conduisit personnellement au salon principal, où 4 autres hommes discutaient déjà avec animation, des verres de cognac à la main. Paul reconnut immédiatement le notaire municipal, un conseiller municipal, le responsable des douanes du port et un riche industriel. Le dîner se déroula dans une atmosphère de fausse cordialité, Mondonça lançant des insinuations occasionnelles sur la façon dont les jeunes idéalistes trouvaient souvent des chemins plus pragmatiques en comprenant comment le monde fonctionnait réellement. La conversation dériva délibérément vers des questions juridiques liées au travail. Paul, feignant de s'intéresser au système local, posa des questions spécifiques qui amenèrent Mondonça à expliquer, avec une naturalité alarmante, comment le mécanisme de servitude pour dette était opéré. Le négociant, enivré tant par le cognac que par son propre sentiment d'impunité, se vanta même de la solidité juridique de son système. Grâce à des documents dûment enregistrés et à des témoins toujours prêts à confirmer la légitimité des dettes. Ce fut lorsque l'horloge du salon sonna 21 heures que le premier coup à la porte interrompit la conversation. Joséphine, visiblement nerveuse, annonça l'arrivée inattendue du juge suppléant, qui prétendait devoir discuter d'une affaire urgente avec l'hôte. Avant que Mondonça ne puisse complètement analyser la situation, de nouveaux coups annoncèrent l'arrivée des journalistes, qui se présentèrent comme des amis de Paul. L'expression sur le visage du négociant passa de la confusion à la compréhension,
et enfin à la panique lorsque les gendarmes entrèrent sans s'annoncer, mandat de perquisition en main. Le chaos qui s'ensuivit fut bref, mais intense. Tandis que les invités tentaient vainement d'expliquer leur présence comme une simple rencontre sociale, Paul conduisit le juge et les gendarmes au fond de la propriété. Ce qu'ils y trouvèrent dépassa même les descriptions qu'il avait reçues. Dans la chambre sans fenêtre où Claire était détenue, il y avait des taches de sang récentes sur les murs. Elle-même était allongée sur le matelas fin, semi-consciente, avec des marques évidentes d'agression récente. Dans les autres dépendances, ils trouvèrent 3 autres femmes dans des conditions similaires, ainsi qu'une jeune fille d'à peine 15 ans, fraîchement arrivée, encore hébétée, sans comprendre complètement la situation dans laquelle elle se trouvait. La documentation réalisée par les journalistes fut minutieuse et impitoyable. Les photographies des conditions de captivité, des blessures des femmes et des registres comptables frauduleux de Mondonça composeraient, dans les semaines suivantes, un dossier dévastateur qui serait publié non seulement à Marseille et à Paris, mais repris dans des périodiques à Lyon et Bordeaux. L'affaire Claire Ribaud devenait ainsi un symbole de pratique qui, bien que répandue, restait dans l'ombre de la France républicaine. La confrontation avec les autorités révéla l'étendue de la corruption locale. Sur les 6 fonctionnaires du commissariat, 4 furent directement impliqués dans la protection du système de Mondonça. Le commissaire Mathias, réalisant l'inévitabilité de l'effondrement du système qu'il avait aidé à maintenir, opta pour des aveux partiels, impliquant d'autres participants en échange d'une peine réduite. Sa déclaration révéla qu'au moins 7 femmes étaient passées par la maison de Mondonça au cours des 3 dernières années et avaient disparu dans des circonstances jamais élucidées. L'arrestation d'Auguste Mondonça et de ses complices provoqua une profonde fracture dans la société marseillaise. Des familles traditionnelles se divisèrent entre celles qui tentaient de se distancier publiquement des pratiques désormais exposées et celles qui défendaient à mots couverts le système comme nécessaire au maintien de l'ordre économique. Dans les rues, des groupes de protestation spontanée se formèrent, exigeant des enquêtes plus larges dans d'autres établissements soupçonnés de pratiques similaires. Une vague de dénonciations s'ensuivit, révélant que la servitude pour dette était loin d'être une exception. Pour Claire, cependant, la liberté apporta des défis qu'elle n'avait pas anticipés. Après avoir reçu les premiers soins médicaux, elle affronta la dure réalité d'une survivante sans famille, sans ressources ni position sociale. La notoriété de l'affaire faisait d'elle à la fois une célébrité non désirée et un souvenir gênant pour la société locale. Les premiers jours après sa libération, elle fut temporairement accueillie chez la tante de Paul. Mais la situation était clairement intenable à long terme. Ce fut une lettre inattendue de Lyon qui offrit à Claire une possibilité de recommencer. Amélie Michaud, une militante socialiste connue qui se consacrait désormais aux droits des travailleuses, avait appris l'affaire par les journaux et offrit à Claire une place dans un foyer d'accueil qu'elle tenait pour les femmes en situation similaire. Plus qu'un abri, le lieu offrait une formation professionnelle et un soutien à la réinsertion sociale. La décision de quitter Marseille ne fut pas difficile pour Claire. Chaque coin de la cité phocéenne portait des souvenirs qu'elle préférait oublier. Dans les années qui suivirent, l'affaire Claire Ribaud devint une référence dans les débats sur le droit du travail en France. Paul Monnier, désormais reconnu pour son rôle dans le démantèlement du système de Mondonça, consacra sa carrière juridique à la défense de causes similaires. Devenant une voix respectée du mouvement émergent pour les droits sociaux,
Dans ses conférences et ses articles, il citait fréquemment le courage de Claire comme une inspiration fondamentale pour son travail. Le sort de Mondonça et de ses complices varia en fonction de leur position sociale et de leurs relations politiques. Le négociant fut condamné à 12 ans de travaux forcés, mais n'en effectua que 4 avant de recevoir une grâce présidentielle controversée en 1897, fruit d'un intense lobbying politique. Le commissaire Mathias, après sa collaboration partielle, reçut une peine réduite et, à sa sortie de prison, déménagea en Normandie où, ironiquement, il devint inspecteur dans une usine textile connue pour employer majoritairement des femmes. D'autres personnes impliquées de moindre importance purgèrent des peines complètes ou s'enfuirent dans des pays voisins selon leurs ressources et leurs relations. Claire Ribaud ne retourna jamais à Marseille. À Lyon, après une période de convalescence physique et psychologique, elle se consacra à l'apprentissage de nouvelles techniques de couture et finit par créer son propre petit atelier, spécialisé dans les vêtements féminins pour les travailleuses. Elle se maria à 27 ans avec un instituteur et eut 2 enfants qu'elle éleva avec une conscience aiguë de la justice sociale et des droits individuels. Bien qu'elle parlât rarement de son passé, elle maintint une correspondance régulière avec Paul Monnier jusqu'à la fin de sa vie, en 1942. L'héritage le plus troublant de l'affaire, cependant, fut la révélation que le système de servitude pour dette était loin d'être éradiqué avec la chute de Mondonça. Des enquêtes ultérieures dans plusieurs régions de France révélèrent des pratiques similaires dans des fermes, des mines, des usines et des commerces, adaptés aux réalités locales mais conservant la même essence exploiteuse. La transition vers le travail salarié avait créé une zone grise juridique où de nouvelles formes de soumission pouvaient prospérer, déguisées sous des contrats et des apparences de légitimité. Dans la région marseillaise en particulier, l'affaire stimula une réévaluation des pratiques de travail, notamment celles visant les femmes et les immigrés fraîchement arrivés, particulièrement vulnérables au schéma d'exploitation. De nouvelles lois furent proposées pour réglementer les relations de travail domestique et établir des mécanismes de contrôle, bien que leur mise en œuvre effective resta un défi pendant des décennies. L'histoire de Claire Ribaud est progressivement devenue une étude de cas dans les premiers cours de droit du travail du pays, illustrant comment les structures d'oppression s'adaptent et survivent aux changements formels de régime politique ou de système économique. Pour des générations de juristes et d'historiens sociaux, l'affaire illustrait le fossé entre les lois écrites et leur application réelle, surtout lorsqu'il s'agissait des segments les plus vulnérables de la population. Dans un retournement ironique de l'histoire, l'ancienne demeure de Mendonça à Marseille fut finalement transformée en un centre social qui, entre autres services, offrait une formation professionnelle aux femmes en situation de vulnérabilité. La chambre sans fenêtre où Claire avait été emprisonnée devint partie d'une petite exposition permanente sur les droits humains et du travail, visitée chaque année par les élèves des écoles locales. L'aspect peut-être le plus troublant révélé par l'affaire de Claire est sa continuité silencieuse dans la France contemporaine. Plus d'un siècle plus tard, des rapports de l'inspection du travail et d'associations de lutte contre l'esclavage moderne continuent de documenter des cas de travailleurs maintenus dans des conditions analogues à l'esclavage, souvent par des mécanismes d'endettement forcé similaires à ceux utilisés par Mondonça. Les formes changent, s'adaptent aux nouvelles réalités juridiques et économiques, mais l'essence exploiteuse demeure, nous rappelant que l'histoire de Claire Ribaud n'est pas seulement un chapitre clos du passé, mais une alerte continue sur la façon dont les systèmes d'oppression trouvent des failles pour persister même lorsqu'ils sont formellement abolis.
l'histoire de Claire Ribaud résonne à travers le temps comme un sombre rappel que la liberté, même inscrite dans la loi, doit être constamment surveillée et défendue. Les systèmes d'oppression ne disparaissent pas avec des décrets, ils s'adaptent, trouvent des brèches et survivent dans les ombres de la société. La jeune couturière de Marseille, emprisonnée par une dette fabriquée, représente des milliers d'autres Claires qui ont existé avant et après elle, dont beaucoup n'ont jamais vu leur histoire racontée ou justice rendue. Ce qui s'est passé dans cette maison en 1893 continue de se produire aujourd'hui dans des exploitations agricoles isolées, dans des ateliers clandestins, dans des foyers qui exploitent des travailleurs vulnérables. Que cette histoire ne soit pas seulement un autre récit macabre pour notre inquiétude momentanée, mais un appel à la vigilance constante contre les chaînes invisibles qui emprisonnent encore tant de personnes aujourd'hui. Que d'autres histoires sombres comme celle-ci soient mises en lumière, non pour satisfaire notre curiosité pour le morbide, mais pour qu'elles ne se répètent jamais. Merci d'avoir suivi ce chapitre obscur de notre histoire. Souvenez-vous que le passé ne devient vraiment passé que lorsque ses leçons sont apprises et ses erreurs corrigées.